Donc une caractéristique qui est intéressante à souligner de l'intégrité scientifique, c'est que les questions d'intégrité scientifique se déploient dans deux registres différents et évidemment étroitement liés. Un premier registre, c'est la question ou les questions de fiabilité des résultats de la recherche, donc de qualité et de fiabilité des résultats de la recherche. Premier registre. Deuxième registre, ce sont toutes les questions de bon fonctionnement des communautés scientifiques, c'est-à-dire d'interaction correcte entre les acteurs de la recherche. Alors, les deux sont liés, mais renvoient à des problématiques, à des leviers d'action différents. Alors, effectivement, on observe des attentes de plus en plus fortes en matière d'intégrité scientifique. Par exemple, dans les médias, les questions d'intégrité scientifique sont de plus en plus présentes. Le législateur, le monde politique se sont aussi emparés de ces questions d'intégrité scientifique. Et puis les institutions scientifiques développent de plus en plus des politiques très actives de promotion de l'intégrité scientifique et de prise en charge d'éventuels problèmes en matière d'intégrité scientifique. Cette montée en puissance des questions d'intégrité scientifique, elle s'inscrit à mon sens dans une évolution plus large qui est une demande accrue à l'égard des acteurs de la recherche de prise de responsabilité. Et cette demande accrue, elle n'est pas très surprenante. Pourquoi ? Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans un laboratoire impacte parfois très rapidement et très fortement la vie quotidienne de chacun d'entre nous. Il suffit de songer à ce qui se passe dans le domaine des développements de l'intelligence artificielle ou par exemple dans les techniques de géo-ingénierie. Ce qui est tout à fait essentiel, c'est que le monde de la recherche soit capable de bien s'autoréguler. Et ça veut dire en particulier, par exemple, d'être capable de prendre en charge correctement les processus de correction de la littérature scientifique le cas échéant. Ce qui est aussi très important, et tout particulièrement aux yeux des jeunes générations qui s'engagent aujourd'hui dans les métiers de la recherche, c'est qu'il y ait de moins en moins de décalage entre ce qui est affiché comme les normes d'une communauté de travail et puis ce qu'on va attendre des jeunes chercheurs. Et aujourd'hui en France, en 2023, les jeunes chercheurs doivent suivre obligatoirement lors de leur doctorat une formation à l'intégrité scientifique et à l'éthique de la recherche et ils doivent également prêter serment. Et donc il est vraiment important que cette exigence d'intégrité scientifique, elle se manifeste pas seulement à l'égard des jeunes générations, mais que cette exigence d'intégrité scientifique, elle se manifeste à l'égard de tous les personnels de la recherche. Alors, il faut d'abord bien avouer que la France n'a pas été franchement pionnière. Déjà, au niveau européen, en 2005, on voit apparaître la première charte. En France, il faudra attendre quasiment 10 ans, 2015, pour voir apparaître la charte française de déontologie des métiers de la recherche, à l'initiative de quelques acteurs et institutions. Les choses s'accélèrent ensuite très nettement sous l'impulsion du politique. 2016, Thierry Mandon, alors secrétaire d'État à la recherche, commande à un académicien, Pierre Corvol, un rapport sur l'intégrité scientifique. Le rapport Corvol qui fait encore date et qui fait encore référence aujourd'hui en matière d'intégrité scientifique. 2016, un arrêté rend en France obligatoire la formation des doctorants à l'intégrité scientifique et à l'éthique de la recherche. Et puis 2017, création de l'Office français d'intégrité scientifique. Une autre étape extrêmement importante, c'est 2020, avec la loi de programmation de la recherche. Pourquoi ? Parce que cette loi inscrit l'intégrité scientifique dans le code de la recherche, et aussi parce qu'elle marque le passage d'un droit souple, où les gens s'engageaient par la signature de charte, à du droit dur. C'est-à-dire qu'une loi désormais, et ses décrets d'application, une loi encadre et formule des attentes extrêmement précises pour différents acteurs de la recherche, et en particulier les établissements. Cette loi 2020 marque aussi l'obligation faite aux établissements de nommer un acteur essentiel du dispositif français qui est le référent à l'intégrité scientifique. Ce qui est intéressant aussi dans cette loi et le décret d'application, c'est qu'on voit dans la loi inscrit, ou dans le réglementaire, inscrit un lien étroit entre les questions d'intégrité scientifique et de sciences ouvertes, puisqu'il y a des obligations qui sont faites de conservation ou d'accessibilité aux données brutes de la recherche. Et enfin, une dernière étape importante, c'est la prestation de serment, désormais obligatoire pour tous les docteurs en France, à partir donc de début 2023. Il faut souligner un choix politique bien marqué en France de faire porter l'essentiel des responsabilités
aux établissements et aux chefs d'établissement. Dans d'autres pays européens, d'autres choix ont été faits. En France, c'est le choix qui a été fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est essentiellement les établissements qui ont en charge de former à l'intégrité scientifique, de sensibiliser tous les personnels à l'intégrité et aux enjeux de l'intégrité scientifique, et qui ont aussi en charge, via les référents intégrité scientifique qui sont nommés au sein des établissements, de mener, le cas échéant, une instruction. Et quand l'instruction est achevée, c'est toujours l'établissement, plus précisément le chef d'établissement, qui est seul décisionnaire en matière d'action à prendre à la suite d'un rapport d'instruction, que ce soit des actions de réhabilitation, des actions de formation ou d'éventuelles sanctions, le cas échéant, sur préconisation d'un conseil disciplinaire. Responsabilité donc centrale des chefs d'établissement. Pour autant, le développement d'une culture propice à l'intégrité scientifique est aussi l'affaire des autres acteurs de l'intégrité scientifique. Alors bien sûr, en premier lieu, les chercheurs et les chercheuses individuelles, les référents intégrité scientifique qui sont nommés par les établissements, mais aussi, de façon tout à fait cruciale, des acteurs institutionnels et des acteurs privés. Les éditeurs scientifiques, qui sont en charge d'assurer la qualité de la production scientifique, et en particulier, en ce qui concerne les questions d'intégrité scientifique, d'éventuels processus de correction, que ce soit des données ou des publications. Et aussi les agences de financement, qui peuvent faire du respect des exigences de l'intégrité scientifique une condition de l'octroi de fonds. Parce que ce qui est vraiment important, c'est la mise en cohérence de toutes ces actions et attentes des différentes institutions à l'égard des chercheuses et des chercheurs individuels. Je ne donnerai qu'un exemple, qui est un exemple qui est très souvent pris à juste titre, c'est la tension qui peut être perçue entre des attentes en matière d'évaluation, par exemple en termes de volume de publication, et puis les attentes en matière d'intégrité scientifique. C'est la fameuse tension entre le publish and perish et les attentes en matière d'intégrité scientifique. Alors là, on peut quand même souligner que le vent tourne dans le bon sens, puisque nombre d'institutions scientifiques et d'agences d'évaluation ont signé la déclaration de San Francisco, DORA, qui préconise un abandon des critères d'évaluation purement quantitatifs pour aller vers des évaluations plus qualitatives et plus multidimensionnelles. Et puis plus récemment, la signature aussi par un certain nombre d'acteurs, comme l'Agence d'évaluation nationale qui est le HCRS, de COARA, une nouvelle initiative au niveau européen. Ce ne serait pas réaliste d'attendre que le monde de la recherche soit un monde parfait, avec tous les acteurs de ces communautés professionnelles qui se comporteraient toujours de façon parfaitement correcte. Ce qu'on peut par contre attendre légitimement, c'est qu'il y ait le moins de décalage possible entre les éléments constitutifs de la recherche qui rendent la recherche digne de confiance et la réalité de certaines pratiques sur le terrain qui ne seraient pas prises en charge correctement par les institutions et qui seraient en quelque sorte mis sous le tapis. Donc plus on réduit cet écart et plus on peut prétendre continuer à être digne de confiance dans une société aujourd'hui qui valorise la transparence. Ce qui est vraiment important dans les années à venir, c'est que la nature du risque réputationnel évolue. Pourquoi? Parce que les attentes de la société en matière de transparence ont également évolué. Et il n'y a pas de raison que le monde de la recherche fasse exception à l'évolution de ces attentes qui traversent l'ensemble de la société. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que ce qui me semble important aujourd'hui pour un établissement, ce n'est pas de minimiser au maximum le nombre de cas de manquement à l'intégrité scientifique, mais c'est au contraire de faire la preuve de sa capacité à bien prendre en charge, quand des cas arrivent, parce qu'ils arriveront, à bien prendre en charge ces cas, à les traiter correctement, de façon efficace et appropriée, plutôt que de vouloir minimiser, voire cacher l'occurrence de problèmes en matière d'intégrité scientifique. Et je pense qu'on peut faire là un parallèle avec ce qui se passe dans le registre de la prise en charge des violences sexistes et sexuelles. Et d'ailleurs, cette dimension-là est souvent présente dans les cas pas toujours, mais parfois présente dans les cas de problèmes avec l'intégrité scientifique. Le but n'est pas
de parvenir à un collectif professionnel où il n'y aurait jamais aucun problème en matière d'intégrité scientifique. Ce n'est pas réaliste. Mais encore une fois, ce que l'on peut légitimement attendre d'une institution qui veut s'autoréguler, c'est qu'elle fasse la preuve, qu'elle manifeste la capacité à prendre en charge correctement les problèmes quand ils surviennent. Alors un point à souligner tout d'abord, c'est que les normes en matière d'intégrité scientifique, les standards, les bonnes pratiques, viennent des communautés scientifiques elles-mêmes. C'est quelque chose de bottom-up en quelque sorte. Et parce qu'elles viennent des communautés scientifiques elles-mêmes, ces normes, ces bonnes pratiques vont évoluer avec l'évolution des pratiques scientifiques elles-mêmes. Je donnerai qu'un seul exemple. On parle beaucoup de ChatGPT. L'utilisation de ChatGPT ou équivalent dans la production scientifique, notamment pour rédiger un article, un état de l'art de l'article, soulève de nouvelles questions en matière d'intégrité scientifique. Quel statut l'intervention de ChatGPT a-t-il au regard du statut d'auteur, par exemple? Donc là, c'est un exemple de nouvelles interrogations en matière d'intégrité scientifique qui vient de l'évolution des pratiques. Un autre exemple, c'est l'importance de l'intervention publique des chercheurs dans la période récente. La crise Covid a accentué cette visibilité des chercheurs dans l'espace public, et ça a intensifié des questionnements qu'on avait déjà, mais ça les a vraiment intensifiés. En matière d'intégrité scientifique, la question est la suivante: est-ce que les normes en matière d'intégrité scientifique ne concernent que les activités à l'intérieur d'un laboratoire, au sens large, ou est-ce qu'elles concernent aussi d'autres dimensions du métier de chercheur? Par exemple, quand une chercheuse ou un chercheur intervient dans l'espace public, que ce soit sur un plateau télé, quand il tweet ou quand elle répond à des questions de journalistes. Alors une autre évolution très importante des pratiques scientifiques, c'est le mouvement de la science ouverte. Là aussi, je donnerai qu'un seul exemple. Il y a beaucoup à attendre des processus d'ouverture ou d'accessibilité accrue aux données de la recherche. Une évolution importante, c'est une plus grande accessibilité, une plus grande ouverture des données. Et pourquoi c'est très important pour l'intégrité scientifique? Parce qu'on peut imaginer de façon tout à fait raisonnable et réaliste que si vos données sont davantage ouvertes et accessibles, eh bien vous êtes moins tenté de les fabriquer, les falsifier, ou en tout cas de les utiliser de façon qui ne serait pas conforme aux bonnes pratiques dans votre champ de recherche. Là, on est dans un champ d'intégrité scientifique où on n'a pas encore de repère entre une action et ce que cela vaudrait en termes de sanctions, par exemple sanctions, mais aussi réhabilitation ou d'autres mesures. Et donc là, on a un système normatif qui est en train de se mettre en place, de correspondance entre une action et une sanction. Tout est à construire. Et donc, le rôle ici de l'Office, c'est d'aider, de mettre ensemble les différents acteurs pour faire émerger progressivement une forme de jurisprudence en matière d'intégrité scientifique. Et pourquoi on en a vraiment besoin? Parce que c'est aussi pour accompagner au mieux les acteurs qui sont responsables des prises de décision, et en particulier les chefs d'établissement, qui parfois peuvent être démunis face à la nécessité de prendre une mesure sans qu'ils aient forcément beaucoup de points de référence pour prendre cette mesure. Quel est le degré souhaitable de transparence et de publicité donnée à des éléments de l'instruction? Parce qu'après tout, pour juger de l'adéquation d'une sanction, encore faut-il connaître exactement ce qui est reproché à quelqu'un et pourquoi. Et donc cette question de l'équilibre entre transparence et confidentialité est aussi une question extrêmement ouverte et cruciale pour cette question de perception d'une bonne adéquation de la sanction en cas de manquement d'intégrité scientifique.